Bien, donc comme il y a quand même pas mal d'interruptions et que là, je vais essayer de glisser 2 cours après janvier et 2 cours en février, les 2 premières séances, les 2 premiers vendredis de janvier sont bons et les 2 premiers vendredis de février. Donc il y aura 4 séances et puis je crois que cette année, ça sera tellement... Et après, je me fais récupérer de l'autre côté. Donc et là, je crois que j'aurai assez saucissonné le cours et donc on arrêtera là. Et donc, je vais essayer de faire des blocs qui sont un peu homogènes. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui est lié au thème général du cours, mais qui est assez spécifique, qui doit tenir en gros en 2 heures, même si il y a quelques développements que je n'aurai peut-être pas le temps de finir aujourd'hui. Bon, ça dépendra. Donc, 2 heures à peu près autonomes dans le plan de cours. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est ce qui avait été initialement prévu pour un séminaire, mais qui était trop juste. C'était ces histoires d'homogénéisation quasi-périodique. Et si j'ai un peu de temps, je vous expliquerai comment ces techniques permettent de gérer aussi ce qu'on appelle l'homogénéisation hypoelliptique, par le même genre de technique. Alors, la motivation pour cette histoire d'homogénéisation quasi-périodique est en fait, vient, et je ne vais pas du tout écrire les détails, vient de ces problèmes d'équations microscopiques permettant de préciser des situations qui sont périodiques avec défaut. Je vous avais fait un vague crowbar dans lequel on voyait une interface que je vais mettre verticale et puis 2 réseaux périodiques de chaque côté, mais a priori différents. Et pensez une équation elliptique sur tout l'ensemble. Pensez que d'une manière ou d'une autre, vous vous ramenez à un problème sur l'interface, hein, en réintégrant, c'est en fait les opérateurs Chekhov Poincaré, peu importe, vous vous ramenez à un problème sur l'interface et assez naturellement, le problème, l'équation entre guillemets sur l'interface fait apparaître 2 types de périodes, parce que ça voit une structure périodique à gauche et une structure périodique à droite. Donc ce que vous récupérez sur l'interface, ce n'est pas quelque chose de périodique si le rapport des périodes n'est pas rationnel. Évidemment, si vous avez la même période ou 2 fois la période d'un côté ou de l'autre, vous récupérez une situation qui est périodique. Vous avez une invariance par translation naturelle. Si les périodes ne s'arrangent pas, c'est-à-dire que les rapports de périodes sont irrationnels, bien, quand vous faites des translations, vous ne retombez jamais exactement sur la même situation. Et donc, vous avez affaire à une situation qui, au lieu de voir une seule période sur cette droite, en fait, voit 2 périodes. Et alors ça, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle des fonctions quasi-périodiques, hein, entre guillemets, qui font appel à un nombre fini de périodes. Bon. Et donc, du coup, se pose la question de trouver, ce n'est pas tellement de faire l'homogénéisation, parce que ça c'est relativement standard, mais de réfléchir au correcteur pour de l'homogénéisation quasi-périodique. Alors, je vais prendre un exemple représentatif à 2 périodes et je vais en outre simplifier le plus possible. Alors, la bonne manière de comprendre ce que c'est une fonction quasi-périodique, c'est en fait de se dire, vous avez une fonction périodique, en fait c'est une très vieille idée, qui correspond à dire qu'un réseau quasi-périodique, c'est en fait la projection sur un hyperplan, donc un réseau quasi-périodique dans RD, c'est la projection sur un hyperplan de dimension D, projection qui n'est pas nécessairement une projection orthogonale, projection sur un hyperplan de dimension D d'un réseau périodique en dimension K qui est en général supérieur ou égal à D. Le cas K égale à D, c'est en fait un réseau périodique. Il y a une seule période. Donc la manière la plus simple de voir les choses
et on a des propriétés comparables pour les fonctions. Donc la manière la plus simple de voir les choses, c'est de dire que vous avez une fonction périodique, et là je vais prendre 2 périodes, ce sera l'exemple, étant entendu que les adaptations à un nombre fini de périodes sont tout à fait standards. Donc vous avez, dans le cas de 2 périodes, une fonction périodique dans R2D, ou dans RD croix RD, donc vous voyez bien que les X varient dans RD, que les Y varient dans RD. Et les coefficients des équations qui nous intéressent, les coefficients de l'équation, ça sera AIJ de X et de X. Donc vous voyez que, a priori, eh bien, vous héritez d'une certaine période pour les X dans RD et d'une autre période pour les Y dans RD. Et que donc, lorsque vous regardez AIJ de X et de X, si les périodes ne sont pas commensurables en X et en Y, ce n'est pas quelque chose de périodique. Mais il y a construit dans cette fonction de X et de X, clairement, 2 périodes et seulement 2 périodes. Alors, donc, quelques notations, c'est-à-dire que vous allez avoir, et puis souvent, pour simplifier, je prendrai le D égale à 1 pour qu'on voit quand on écrit les choses simplement, mais la période en X, si vous la notez T, qui appartient donc à 0 à l'infini à la puissance D, je vais mettre Tx, et que la période en Y, c'est Ty puissance D. Alors, la non-commensurabilité, c'est de dire que chacune des composantes de T, de Tx sur Ty, est irrationnelle. Alors, vous pourriez dire, comme ce sont des vecteurs, qu'il n'y a qu'un certain nombre de rapports qui sont irrationnels et quelques rapports qui sont rationnels. Bon, mais les rapports rationnels, ça crée de la périodicité par rapport à un paquet de variables, ce n'est pas la difficulté. Donc, je vais regarder le cas le plus intéressant, sinon après, c'est des variantes, qui consiste à dire, et j'écris ça formellement, même s'ils sont des vecteurs, que Tx sur Ty n'appartient pas à Q, n'est pas rationnel, de sorte que cette fonction n'est pas périodique. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire que si je vous prenez la première coordonnée de Tx et que vous la divisez par la première coordonnée de Ty, ce rapport est irrationnel. Même chose pour la deuxième, etc. Bien. Alors, que dire là-dessus? On sait très bien que, et le problème finalement qui m'intéresse, c'est l'homogénéisation pour cet opérateur au dérivé partiel, opérateur elliptique, donc AIJ de X et de X, DJ. Donc voilà, a priori, l'opérateur auquel on s'intéresse. Donc l'homogénéisation, c'est mettre des X sur epsilon, etc. Mais je ne veux même pas faire de l'homogénéisation parce que c'est relativement standard. Je vais être dans un cadre, et je veux surtout m'intéresser à la structure des correcteurs. Je vais m'intéresser à un cadre qui est uniformément elliptique. Donc ça veut bien dire qu'on dérive par rapport à xj, qu'on dérive par rapport à xi, que tout ceci, c'est une sommation sur tous les indices i et j variant de 1 à d, et qu'on est dans une situation uniformément elliptique, c'est-à-dire que la matrice aij de x et de y est une matrice qui est définie positive, uniformément définie positive, supérieur au sens des matrices symétriques à nu fois l'identité, inférieur à mu fois l'identité, où nu et mu sont des coefficients strictement positifs. Bon, alors, implicitement, je n'ai pas envie de me soucier de I et de J, donc je peux la prendre symétrique. Ça, en fait, si elle n'était pas symétrique, ça ne changerait absolument rien. Et en revanche, ce qui sera très important pour ce que je vais vous raconter, c'est que
pour les résultats que je vais développer aujourd'hui, j'aurai besoin de la régularité de ces coefficients. Alors, j'y reviendrai et j'insisterai là-dessus dans un petit instant. Alors, le problème de l'homogénéisation est essentiellement résolu si l'on sait trouver de bons correcteurs. Et donc, j'admets des choses bien connues pour l'homogénéisation d'opérateurs elliptiques, que si on sait bien résoudre le problème qui d'habitude s'appelle le problème de la cellule, mais j'aime pas cette terminologie, parce que le problème de la cellule, c'est automatiquement, d'une certaine manière, restreindre à une situation périodique. Donc, en fait, c'est un problème dans l'espace tout entier qui récupère la structure particulière, périodique, quasi-périodique, aléatoire, stationnaire, que vous mettez sur les coefficients. Donc, quoi qu'il en soit, si on maîtrise bien ce problème de correcteur, alors il y a des techniques standards pour assurer que on peut démontrer des résultats asymptotiques en homogénéisation. De quel correcteur s'agit-il? Donc, l'équation des correcteurs, c'est quoi? Eh bien, l'équation des correcteurs, c'est a priori de résoudre moins di de aij de x et de x, dj trouvé un certain u. Okay. Et normalement, ce que vous mettez ici pour les correcteurs, c'est de mettre ici un pj égal à 0 dans RD. Et pour que ce soit un bon correcteur, il faut évidemment éliminer des solutions triviales qui ne correspondent à rien, qui, par exemple, ne voient pas la structure des coefficients. Et vous voyez bien que la solution triviale à laquelle je pense ici est une solution linéaire dans laquelle vous prenez u égale moins p scalaire x. Eh bien, si u est égal à moins p scalaire x, ça vaut identiquement 0. Bon. Ça, évidemment, ça n'a aucun intérêt puisque ça ne voit pas les coefficients. Ça ne peut pas être la solution intéressante. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est éliminer ces solutions triviales. Et la bonne manière de formuler cela, c'est de dire U est sous-linéaire à l'infini. U est sous-linéaire à l'infini. Ce qui signifie, je l'écris, c'est la terminologie est claire, qu'en un sens, bon, si U est continu par exemple, ou si U est défini presque partout, c'est de dire que U de x divisé par, en valeur absolue, divisé par 1 plus la norme de x, tend vers 0 si x tend vers l'infini. Un sens fort, faible, peu importe, je mets ça entre guillemets. Mais c'est bien l'idée de la sous-linéarité. Et ça, vous voyez bien que ça vous élimine la solution triviale que j'évoquais à l'instant. Donc, voilà ce que l'on appelle le problème de correcteur. Et il n'est pas totalement inutile. Pardonnez-moi, un petit retour en arrière. C'est que si jamais les périodes sont commensurables, auquel cas vous avez une structure périodique, ce problème des correcteurs, on peut chercher des solutions périodiques avec la même période, et lorsqu'on cherche des solutions périodiques, eh bien, on a une situation assez classique du point de vue des équations aux dérivées partielles elliptiques, qui assure qu'on a instantanément une solution, qui est définie d'ailleurs en fait de manière unique à une constante près, et qui est elle-même périodique. Et donc, on a dans le cas périodique, rappel, on a quelques rappels. Dans le cas périodique, c'est-à-dire lorsque, par exemple, les périodes sont commensurables, dans le cas périodique, eh bien, en fait, on récupère un U qui est borné. Il est même mieux que sous-linéaire, il est borné parce qu'il est périodique. Et en fait, fondamentalement, si on récupère des informations sur U dans le cas périodique,
on peut dire que c'est parce que, techniquement, on a l'inégalité de Poincaré qui vous dit que sur la structure périodique, donc ça c'est le réseau périodique, c'est la cellule périodique, eh bien que ceci mineur est un majorant supérieur à 1 sur C, donc je devrais mettre un C ici, supérieur à U moins sa moyenne. En d'autres termes, la norme L2 à une constante près est contrôlée par la norme du gradient. Et c'est ça qui fait que si on a la moindre information, ce qui est assez trivial, comme on le verra dans un instant, sur le gradient, par des principes d'énergie, eh bien, en fait, vous en récupérez aussi de l'information sur U. Et une fois que vous avez un minimum de bornes sur U et la périodicité, la régularité elliptique vous donne les bornes. Donc, que dire de plus là-dessus? Bien, ce qu'il convient de dire, c'est que cette inégalité, elle est fausse dans le cas quasi-périodique. Ça, c'est faux dans le quasi-périodique. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire c'est faux? Donc, il y a une certaine invariance par translation dont je ne parlerai même pas. Mais si vous cherchez une norme, si vous cherchez à contrôler sur une boule quelconque, par exemple de rayon 1, U, ceci ne peut pas être majoré par des informations sur le gradient. Donc ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est différentes normes que l'on peut mettre ici. Mais celle à laquelle je vais faire allusion, c'est la norme suivante, et que je vais définir dans un instant. Et ça, c'est faux. Alors, qu'est-ce que c'est cette norme? C'est de dire que lorsqu'on est dans un cas quasi-périodique, et en fait c'est beaucoup plus général, c'est un phénomène ergodique, c'est vrai dans le cas presque périodique, c'est vrai dans beaucoup de situations, dans le cas stationnaire, eh bien ce que vous avez, ce que j'appelle F2, c'est de prendre la limite qui existe quand R tend vers l'infini de l'intégrale sur la boule de rayon R de F au carré, normalisée, c'est-à-dire divisée par le volume de la boule. Donc vous prenez la moyenne du carré sur une grande boule, et ces moyennes divisées par le volume de la boule, quand R tend à l'infini, se stabilisent vers une quantité qui est au moins une semi-norme. Et si je mettrais un carré, ça serait mieux. Alors, dans le cas périodique, c'est bien la norme L2 sur le réseau périodique. Hein. C'est grâce à la périodicité. Si vous prenez des grandes boules, ce que vous voyez apparaître comme moyenne de cet objet, eh bien, c'est évidemment la norme, normalisée de gradient U. Donc, l'analogue de cette inégalité, en fait, la forme qui est ici, est une forme même légèrement plus faible que cette inégalité dans le cas périodique. Alors, ce genre de propriété, le fait qu'on ait un effet de moyenne lorsqu'on prend des intégrales, est vrai, est toujours vrai pour des fonctions quasi périodiques, et c'est en fait toujours vrai même pour une notion plus complexe de presque périodique. C'est vrai aussi pour des cas aléatoires, c'est le théorème ergodique. Donc ce sont des formes d'ergodicité de la structure des fonctions qui assurent qu'on a de tels comportements moyens de l'énergie. En revanche, cette énergie que l'on récupère
globalement sur tout l'espace, ne contrôle rien, en général. Ne contrôle rien, sauf dans le cas périodique. Ça ne contrôle rien, et on peut s'en convaincre aisément avec des petits exemples en dimension 1 et des produits de fonctions trigonométriques en faisant des calculs totalement explicites. Alors ça, on reverra sur ça sur notre route en faisant un peu de Fourier dans un petit moment, donc on comprendra bien pourquoi ce n'est pas vrai. Ça, effectivement, c'est assez gênant, et dans le cas presque périodique, ce genre de norme pour f, ça a un nom, c'est les normes de Bezikovitch, et on sait que les normes de Bezikovitch ne contrôlent pas les fonctions. Elles ne donnent rien sur les fonctions. Elles ne contrôlent pas la structure locale des fonctions. C'est même pas vrai, d'ailleurs, vous mettriez ici L2, L1, ça ne serait pas vrai. Et des Sobolev négatifs, ben ça dépendra des propriétés d'irrationalité, on y reviendra. Alors, dans ce genre d'inégalité, pour l'instant, on reviendra en détail là-dessus, est fausse. Et donc, a priori, la technique qui va consister d'une manière ou d'une autre à obtenir une estimation d'énergie et en déduire par une inégalité fonctionnelle des informations sur U, s'effondre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il reste? On verra ça dans un instant, mais auparavant, peut-être un petit exemple pour bien comprendre ce dont il s'agit. Regardons le cas de la dimension 1 pour bien voir à la fois pourquoi ça devrait marcher et à la fois la difficulté. Donc en dimension 1, eh bien, vous voyez que vous attendez à ce que A de x, qui est un A de x, il n'y a plus de i et j, on est en dimension 1. En fait, c'est un A de x et de x. Peut-être que je devrais encore le rappeler. U', c'est la dérivée, plus P est égal à une constante. Est égal à alpha, une constante. Puisque l'équation, c'est dire que la dérivée vaut 0. Okay. Et donc, vous en déduisez que U' est égal à alpha sur A moins P. Donc, et alpha, c'est une fonction, et A ou 1 sur A, c'est comme une fonction périodique, à part qu'il y a deux périodes. Mais ça se moyenne, c'est-à-dire que lorsque vous prenez des intégrales, et après tout, vous êtes intéressé par la primitive, eh bien, lorsque vous commencez à penser U est défini à une constante près, donc je peux toujours choisir U de 0 égale à 0, et vous voyez que U de x est donc donné par alpha fois l'intégrale de 0 à x de 1 sur A dz moins px. Et dire que c'est sous-linéaire, c'est dire a priori que quand x tend vers l'infini, cette intégrale multipliée par alpha doit exactement se comporter comme px. Ce qui veut simplement dire que alpha, la limite de 1 sur x intégrale de 0 à x quand x tend vers un plus infini de 1 sur a dz doit être égale à p. C'est une fonction quasi périodique, en particulier presque périodique. Cette limite existe, donc alpha est défini comme ceci, et on récupère bien un u qui est sous-linéaire. En général, on voit par des exemples que s'il y a deux périodes incommensurables, effectivement, au premier ordre, la contribution en x disparaît, mais en général, ça, ce n'est pas borné en général. Ça peut croître lentement, suivant les propriétés des périodes, mais croître.
à nouveau, on reviendra là-dessus, c'est des questions de... En faisant, si vous faites des développements en série de Fourier de cette fonction périodique de deux variables, on s'en rend compte assez aisément. Et ceci sera clair dans un instant. Je vais revenir un tout petit peu plus tard là-dessus. Pour l'instant, j'annonce ceci, quitte à trouver des exemples. Hein, c'est trouver des fonctions qui dépendent de deux variables avec deux périodes dont le rapport est irrationnel, calculer la primitive, et puis on se rend compte que, effectivement, si ça se comporte comme tout ceci comme Px, eh bien la différence avec Px n'est pas bornée. Elle peut croître quand x tend vers l'infini, ou faire des choses plus compliquées que croître. En tout cas, ne pas rester bornée. Bien, alors une petite remarque là-dessus, qui est un point qui me gêne un tout petit peu dans la littérature telle qu'elle existe, c'est que le cas quasi-périodique a été un peu regardé dans la littérature pour sortir, comme je l'expliquerai dans un instant, un correcteur qui a priori peut ne pas être borné, mais aussi on peut plonger le cas quasi-périodique dans un cadre plus général que j'ai déjà mentionné et que je ne veux pas expliquer, qui est le cadre presque périodique. Et dans ce cadre presque périodique, l'homogénéisation est faite. Mais elle est faite par un processus abstrait qui, par exemple, consiste à compactifier au sens de bord RD, bon, peu importe, et qui peut d'ailleurs être vu comme étant assurer que, enfin, plonger les problèmes presque périodiques dans des problèmes aléatoires stationnaires. Donc ça nous amène un peu loin, mais je veux juste mentionner ces difficultés-là. Et la difficulté de cette approche, c'est qu'on plonge dans un espace probabilisé le problème, et dans cet espace probabilisé, on a des techniques d'analyse fonctionnelle qui permettent de trouver des sortes de correcteurs abstraits. Le problème, c'est que ces correcteurs abstraits ne vous disent absolument rien sur cette équation. Parce que ça vous dit que presque sûrement, dans un espace abstrait, on a des sortes de correcteurs, et que RD, d'une certaine manière, hein, l'espace physique est une partie de l'espace abstrait, probabilisé, dans lequel on a trouvé des correcteurs, mais cette partie est de mesure nulle. Donc, et si elle n'était pas de mesure nulle, on aurait des inégalités du style dont j'ai dit qu'elles étaient fausses. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on prend le point de vue abstrait, on écrit des choses sur des correcteurs qui ne disent rigoureusement rien sur les équations physiques. Absolument rien. Parce que les phénomènes dans l'espace physique se correspondent à un ensemble de mesures nulles sur l'espace probabilisé. Donc là, il y a une vraie difficulté qui a été complètement gommée dans la littérature, parce que à la fin, je ne sais pas très bien ce qu'on démontre par ce truc abstrait. En tout cas, sur les correcteurs, rien. Et tout ça parce que ce n'est pas vraiment une situation probabiliste. Dans une situation probabiliste, le presque sûr est naturel. Là, dans des situations quasi-périodiques, presque périodiques, le presque sûr est plaqué dessus. Mais malheureusement, le phénomène déterministe qui nous intéresse, puisqu'a priori j'ai un coefficient, enfin un type de coefficient, ça c'est de mesure nulle. Y compris avec toutes les translations, c'est de mesure nulle. Donc il y a un petit problème, il y a un petit problème dans ce cadre déterministe, naturellement déterministe. Comme vous le comprendrez, dans le cas presque périodique, je ne sais pas très bien, comme il y a une infinité de périodes, je ne sais pas très bien quoi raconter sur ces histoires de correcteurs. On peut étendre un tout petit peu ce que je dis à deux ou un nombre fini de périodes à une infinité de périodes, mais avec des hypothèses qui sont quand même un peu gênantes. Alors, où en est-on là-dessus ? Donc après ce bref aperçu des difficultés, maintenant quelques résultats positifs. Alors la première observation, c'est qu'il y a une approche qui n'est pas nouvelle, qui est ultra classique, très naturelle, tout ce que vous voulez. C'est de se dire, si
Donc là-dedans, P était un vecteur. Maintenant, je vais prendre P une fonction de x. Ce sera exactement pareil, que ce soit un vecteur ou une fonction. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Alors, s'il y a une particularité du cas quasi-périodique, c'est le fait d'avoir deux périodes et d'avoir caché derrière une structure périodique dans un espace plus gros. C'est-à-dire, typiquement, si x est en dimension 1, c'est R2, x dans R, y dans R. Et donc, est-il possible de se servir de cette caractérisation des quasi-périodiques, des fonctions quasi-périodiques, pour écrire un problème qui soit maintenant posé dans l'espace tout entier et qui, d'une certaine manière, par projection, vous donne le caractère? La réponse est oui. Eh bien, effectivement, ce qu'il suffit de faire, c'est de résoudre moins di de aij, et je vais écrire les choses comme ceci. Donc, d'écrire moins dxi plus yi, aij dxj plus yj, u plus p, égale à 0. Je ne devrais pas vraiment utiliser le même U. Donc, je vais mettre un petit V ici. Et ici, j'ai réellement un U. Et je cherche un U de xy périodique. En xy. Alors, qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière, je vais l'écrire en dimension 2 pour que vous voyez bien ce qui se passe. C'est que vous écrivez les équations, et je n'écris pas les termes en P, vous écrivez moins d sur dx de a de x et de x du sur dx, enfin dxu. Vous écrivez ensuite moins 2 fois dx, enfin moins dx de a de x, pardon, a de xy, a de xy dyu. Vous écrivez ensuite moins dy de a de xy dxu. Et enfin, moins dy de a de xy dyu. Donc c'est ça l'opérateur x plus y. Vous dérivez en x, vous voyez le dxu qui est là, le dxu qui est là, donc ça fait dx plus dy. C'est ça le dx plus y. C'est ça que je veux dire par dx plus y. Hein. C'est en fait dx plus dy. Alors, ça présente l'intérêt d'écrire quelque chose qui est en dimension 2, qui a une structure périodique, mais vous perdez une propriété importante des équations, c'est le caractère uniformément elliptique. En effet, regardez ces coefficients. Bien, la matrice des coefficients, c'est quoi en xy? C'est A ici, A ici, A ici, A là. C'est bien, si A est positif ou nul, strictement positif, une matrice positive ou nulle, mais son déterminant vaut 0. Elle est clairement dégénérée dans une direction. Et elle est naturellement dégénérée dans l'équation x moins y, dans la direction x moins y. Donc vous avez quelque chose de non dégénéré dans la direction x plus y et de dégénéré dans l'équation x moins y. Donc on a gagné une structure périodique, mais attention, on a maintenant une équation elliptique dégénérée. Alors, quel rapport, si on a bien résolu ce problème dégénéré mais périodique, a-t-on réellement construit un correcteur? Effectivement, si vous posez V de x égale U de x et de x, regardez ici, vous faites le calcul et vous trouvez la bonne équation. Bon, il y a peut-être des 2 qui flottent, mais ça n'a pas d'importance. D'accord? En fait, comme le P est partout,
Les 2, ils sont partout. C'est exactement la bonne équation, parce que tout ceci se réduit à l'opérateur qui nous intéresse. Et effectivement, il faut qu'on ait une équation dégénérée. Pour qu'une équation, lorsque je gèle les variables y égale à x, pour qu'une équation reste une équation, devienne une équation en dimension plus petite, bah ça veut dire que l'équation de départ a été dégénérée. Sinon, il y aurait une contradiction. Elle ne pourrait pas, comme à la fin on a une équation uniformément elliptique, elle ne pourrait pas être uniformément elliptique, sinon on verrait tout ce qui se passe. Ça dépendrait, ce qui se passe en y égale à x, dépendrait de tout ce qui se passe pour y différent de x. Ça n'aurait pas une forme close là. Donc c'est inévitable que ce soit dégénéré. En revanche, et ça c'était dans la littérature, en revanche, si on veut construire un correcteur relativement faible, ça suffit. Ça suffit parce que formellement, ça vous donne une estimation a priori. En effet, regardez l'équation qui est ici et formellement multipliée par U. Donc, c'est périodique, il n'y aura aucun terme de bord, quels que soient les dérivés que l'on prend. Et qu'est-ce que l'on va récupérer? Eh bien, on va bien entendu récupérer que AIJ D, et je vais noter grand XI, cette histoire de XI plus YI. Et en fait, l'opérateur D grand XI, c'est DXI plus DYI. Donc, AIJ DXIU, DXJU, bah, ça, c'est en multipliant par U, en intégrant par partie, est égal à moins l'intégrale de AIJ DXJU PJ. Non, c'est DXI ici. Et donc, maintenant une intégrale sur le réseau de périodicité. Donc, c'est périodique dans Q. Et qu'est-ce que c'est Q? C'est 0Tx D croix 0Ty D. C'est la cellule de périodicité, mais au niveau du grand espace. Donc, formellement, on a une identité d'énergie, et par Cauchy-Schwarz, on voit bien que ceci entraîne une majoration, une estimation a priori pour ces opérateurs. Inférieur à C. Et comme on a le caractère défini positif de la matrice, on a que ceci est supérieur à nu fois l'intégrale sur Q du gradient par rapport à grand X de U au carré. Et donc, ce que vous récupérez, c'est un peu semblable à ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est une identité, c'est une information sur le gradient, mais dans le gros espace et dans une seule direction. Si on est en dimension 2, ça c'est dx plus dy. Donc vous récupérez une information sur dx plus dy et rien dans l'autre direction. Donc c'est ça, c'est simplement la quantité d'énergie. Mais en même temps, l'équation ne fait apparaître que ce terme-là. Il n'y a pas d'autres dérivés qui apparaissent. Donc, voilà pourquoi il est possible, vous rajoutez un epsilon laplacien, vous faites tourner la machine Lax-Milgram, vous passez à la limite. Voilà pourquoi il est possible de démontrer qu'il existe une solution faible de ce bazar-là, dans lequel la seule information que vous avez,
c'est que gradient x plus y, le gradient, ce que j'ai appelé gradient x, u, est dans L2 de Q. Bon, alors en travaillant ce que ça veut dire, parce qu'il faut faire attention à la restriction, qu'est-ce que ça veut dire la restriction? En travaillant là-dessus, vous construisez, vous arrivez, si vous travaillez bien, vous arrivez à construire un correcteur V, ça entraîne, je ne rentre pas tout dans les détails, je vais refaire ça, je vais refaire les choses plus précisément dans un cas particulier dans un instant. Ça entraîne, ça vous permet d'obtenir un V qui appartient à ce qu'on appelle L2 uniforme de RD, tel que gradient V soit dans L2. Oui, non, j'ai dit des bêtises. Ça entraîne un V qui est dans L2 log de RD, et tel que gradient V soit dans L2 uniforme de RD. Voilà le type de correcteur que l'on obtient, et que la moyenne de gradient V vaut 0. Alors, bon, bah, on sent bien que l'on est en train de récupérer de l'information L2. C'est une information sur une cellule de périodicité, donc ça va être assez indépendant de où on place l'origine. Le V, on n'a pas d'information sur le U, donc le V, c'est simplement une fonction. Et puis le gradient V, on peut le construire pour qu'il soit à moyenne nulle, ce qui va assurer la sous-linéarité. Donc ça entraîne la sous-linéarité à un sens faible. Donc on a un correcteur admissible. L2 uniforme, pour mémoire, c'est simplement de dire, c'est le sup sur tout. Je prends la norme L2 locale dans une boule centrée en Z, et je veux que quel que soit le centre de cette boule, cet objet-là soit fini uniformément en le centre de la boule. Donc c'est une norme L2 log invariante par translation, uniforme par rapport aux translations. Et ça, c'est le fait qu'on ait une estimation L2. Alors, il y a quand même du boulot, parce que de passer de là à là, il faut se restreindre à un hyperplan. Là, on a de l'intégrabilité par rapport à deux variables. Ce que j'ai écrit en dessous ne dépend que d'une seule variable. Bon, mais tout ça se fait sans trop de difficultés, et vous verrez des techniques un peu semblables dans un instant. Et donc, on arrive à construire un objet comme ceci par un jeu hilbertien en regardant effectivement un problème posé en dimension plus grande. Je ne fais pas la démonstration en entier. Ça se trouve à plusieurs endroits dans la littérature, expliqué de manière un peu différente. Et ce n'est pas le problème ici. En revanche, la question que l'on peut se poser, c'est de se dire, est-ce que c'est la fin de l'histoire? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de se farcir des, pardonnez-moi l'expression, mais des correcteurs aussi faibles, ou est-ce qu'on peut dire des choses un peu meilleures sur V? Alors, en général, je vais dire, on n'a pas des V bornés. Donc, je vais revenir un peu en arrière là-dessus. Donc, on a vu que, fondamentalement, il s'agit de comprendre quand x devient grand, l'intégrale de 0 à x d'un objet qui est b de x et de x, b, c'est 1 sur a, en dimension 1. Bien. Ça fait beaucoup de x au mètre carré. Là. Bon. Z. Alors, faisons un développement en série de Fourier. Vous allez voir comment j'écris mes séries de Fourier. Je vais normaliser pour dire que la première période T1 vaut 1 et que la deuxième période, c'est un lambda ou 1 sur lambda qui n'est pas rationnel. Sans restreindre la généralité, à partir du moment où le rapport est irrationnel, on peut toujours se ramener à ce cas-là.
Et donc, si vous faites une série de Fourier, si vous développez ceci en série de Fourier, vous allez avoir la somme sur tous les K et L de BKL. Et puis ici, ce que vous avez, c'est e puissance I K. Et comme toujours, lorsqu'on fait Fourier, c'est commode de convenir que 2pi, ça vaut 1. Et donc, à quelques jeux d'écriture près, vous voyez que ce qui va apparaître, c'est le rapport K plus lambda L Y dy. Et BKL correspond au coefficient de Fourier de la fonction périodique de deux variables en x et y. Et puis, j'élimine le coefficient constant, puisque, souvenez-vous, on choisit alpha fois la moyenne globale égale à P. Donc, je n'ai pas mis P, donc il faut que j'élimine les constantes. Bien. Et donc, dans le problème qui nous intéresse, la question du caractère borné ou pas borné de U, ça revient à comprendre qu'est-ce qui se passe quand x tend vers l'infini pour cette intégrale d'une série. Évidemment, l'aspect intégral, il n'est pas très important. On intègre à vue. Ça fait la somme sur K et L différentes 0 des BKL et puissance IK plus lambda L x moins 1 divisé par K plus lambda L. Il doit bien y avoir un I qui flotte, je mets le devant, mais ce n'est pas le I qui gêne. Et la difficulté, c'est que K plus lambda L, si lambda est un irrationnel, ben vous pouvez trouver des K et des L, hein, le fait même d'être irrationnel, vous assure que vous allez pouvoir trouver, par exemple, des Kn et des Ln qui tendent vers l'infini. Il suffit que j'en dise un, et de dire que ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que vous savez que vous pouvez approcher tout irrationnel par quelque chose qui va plus vite que en rationnel, plus vite que le dénominateur de l'irrationnel. En d'autres termes, il existe moins lambda, donc c'est moins lambda qu'on approche en moins p sur q. Vous pouvez trouver des tas de q qui tendent vers l'infini, tels que ceci soit plus petit que c fois q2. Classique sur les irrationnels et l'approximation des irrationnels par les rationnels. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que lorsque Qn tend vers l'infini, on peut trouver une infinité de tels Q. Lorsque vous remplacez maintenant les P et les Q par Kn et lambda n, vous avez bien un objet où Ln ou Kn, les deux tendent vers l'infini, et pourtant ceci tend vers 0. L'irrationalité vous crée des presque résonances. Et donc, vous voyez que si ces termes-là bien, sont gentiment sommables, vous êtes en train de piquer quelque chose qui n'a rien à voir avec les sommabilités naturelles des coefficients BKL. Donc, voilà ce qui conduit au fait que même si vous avez des bonnes fonctions BKL, de par le fait que ici vous avez des choses qui peuvent devenir très grandes, ça se comporte mal quand x tend vers l'infini. Quand x reste borné, il n'y a pas de souci, parce que le K plus lambda L, vous le gommez parce que cette différence se majore par K plus lambda L fois x. Tout ceci, en valeur absolue, se majore par x. Théorème des accroissements finis. Mais ça, c'est une croissance linéaire, c'est pas bon.
Donc si vous voulez quelque chose de plus précis quand x tend à l'infini, il faut vraiment regarder, et là, quand x devient très grand, vous êtes embêté parce que vous ne pouvez pas, les accroissements finis sont vraiment trop mauvais, et là, vous voyez le numérateur qui explose, et c'est comme ça qu'on construit aisément avec des BKL explicites, on construit aisément des exemples qui montrent que, en général, lorsque vous avez un tel irrationnel, lorsque vous avez de tels irrationnels, en général, ce bazar-là n'est pas borné. Donc il y a une vraie difficulté. Bon. En revanche, on sent bien, lorsqu'on écrit ceci, que tout ceci, ça dépend d'une part des BKL, s'ils tendent vite vers 0 à l'infini. Ça, c'est la régularité des coefficients. Et d'autre part, la manière dont ce numérateur peut exploser. Parce que quand L devient très grand, bon, ok, il peut exploser, mais si c'est compensé par une décroissance très rapide des coefficients de Fourier, on peut quand même espérer avoir quelque chose. Donc, il faut pouvoir mesurer à quelle vitesse ceci peut exploser et le contrebalancer par de la régularité du B, c'est-à-dire de la décroissance des coefficients. Bon, mais ça a un nom pour les irrationnels. Ce sont ce qu'on appelle les nombres de Liouville. Ce sont les irrationnels qui ne sont pas les nombres de Liouville. Bon, alors, un petit rappel sur les irrationnels. Parfois, on parle de propriétés diophantiennes, mais c'est du B à bas par rapport à ce qui mériterait d'être appelé diophantien. Alors, donc, c'est des problèmes absolument classiques dans des histoires d'irrationalité, des problèmes dits de petits diviseurs que les gens ont rencontrés assez fréquemment, notamment dans les systèmes dynamiques. Bon, là, ça apparaît assez naturellement en théorie de l'homogénéisation. Et allons un tout petit peu plus loin. Donc, le rappel, c'est lambda est un irrationnel, un bon irrationnel, non L, c'est quand on peut minorer, ou moins lambda d'ailleurs, évidemment, lambda moins P sur Q est supérieur à nu sur Q à la puissance alpha. Donc ça veut dire qu'il existe un nu strictement positif, il existe un alpha qui est automatiquement supérieur ou égal à 2, qui peut être très très grand. On peut même glisser des exponentielles, mais il faut compenser par de l'analyticité des coefficients. Donc bon, j'arrête là. Mais qui vous dit à quelle vitesse minimale on peut approcher un rationnel par un irrationnel. Alors, évidemment, quand cette propriété, dire qu'on a un nombre de Liouville, c'est dire que, quel que soit l'exposant, on peut toujours trouver une infinité d'entiers qui approchent le rationnel extrêmement bien. Donc c'est un irrationnel qui est très proche des rationnels, les nombres de Liouville. En ce sens-là, en ce sens de l'approximation. Alors les nombres de Liouville sont appelés nombres de Liouville, donc ce sont des nombres irrationnels, mais pas très peu irrationnels, entre guillemets. Alors, il y a le fameux nombre de Liouville, qui est un exemple, et puis il y a quelques exemples. Ce que l'on sait, c'est que les nombres de Liouville sont de mesure nulle, comme les rationnels. Et donc, quand on dit non Liouville, et si on fait un tirage aléatoire d'un irrationnel avec la mesure de Lebesgue, ça sera génériquement du non Liouville. Alors, il faut faire gaffe parce que les nombres de Liouville aussi, c'est une intersection d'ouvert-dense. Bon, donc, au sens de Baire, c'est gros quand même. Donc, c'est petit si on tire au sort les coefficients, et si on prend des notions pourries comme Baire, les notions de Baire, effectivement. Mais avec Baire, on peut avoir des trucs qui sont minuscules, qui paraissent énormes. Donc, j'aime pas. Enfin, moi, je suis un analyste, donc je préfère évidemment la théorie de la mesure. Le reste, c'est... Bon, enfin, ça, c'est les vieux débats enflammés qui ont opposé avec violence Lebesgue et Baire il y a presque un siècle.
Et il ne faisait pas dans la dentelle. Hein, on était quasiment au niveau de l'insulte pour deux collègues à la Sorbonne. Alors, donc, quoi qu'il en soit, voilà en tout cas la définition précise. Et là, on mesure. On sait à quelle vitesse on peut approcher. OK ? Et donc, cela veut dire que, brutalement, maintenant, si j'essaie de mettre des valeurs absolues partout, je vais pouvoir majorer cette somme par la somme des BKL. Je colle une valeur absolue. Le e puissance i, une exponentielle purement imaginaire, c'est le module 1. Moins 1, tout ça, ça se majore comme il faut. Donc ça, c'est des constantes que j'ignore. Et vous voyez que ce que vous allez avoir, c'est la K2 plus L2 par symétrie. Je ne veux pas uniquement travailler avec L. Vous en récupérez 1 parce que si j'écris ça, c'est du L ici et c'est du K sur L plus lambda. Et lorsque vous minorez le dénominateur par le nu, vous récupérez donc finalement une majoration avec une constante. Non, le L, il est en bas, pardonnez-moi. Hein. Je commence quand même déjà un peu à fatiguer. Donc le L, il est en bas, mais ce dénominateur, vous voyez que ce que ça vous fait sortir, c'est la puissance alpha moins 1. D'accord ? Parce que cette approximation, vous allez la retrouver au dénominateur, mais 1 sur Q puissance alpha, ça vous donne du L puissance alpha, ou du K2 plus L2 1,5 à la puissance alpha, et puis vous divisez par 1. Et donc là, vous voyez que l'irrationalité, le fait qu'on puisse toujours approcher avec le coefficient 2, vous fait que vous perdez toujours. Vous perdez toujours parce que vous avez des choses qui croissent quand K et L tendent vers l'infini. Et ça, c'est très mauvais pour la sommabilité de cette série. En revanche, vous voyez que si les B sont la fonction B, c'est-à-dire la fonction A est régulière, bien les BKL, ils décroissent comme on en a envie. Et ils décroissent suffisamment rapidement, donc grosso modo, ce qu'il faut, c'est que vous ayez alpha moins 1 dérivé sur A ou alpha dérivé sur A, et ça va vous assurer qu'il y a suffisamment de décroissance sur les coefficients pour que cette série converge. Et donc, on va compenser le fait que l'on a un problème quasi-périodique avec ces résonances et cette possibilité de croissance des termes. On va devoir compenser ça par de la régularité. D'une certaine manière, ce genre d'inégalité prouve que quand je vous parlais de l'estimation gradient x u dans L2 ne donne pas une minoration de u dans L2, ou de u moins sa moyenne dans L2, ce que ça dit, c'est que lorsque vous avez un tel nombre irrationnel, vous avez une inégalité, mais ce que vous récupérez là, ce n'est pas une norme L2. C'est une norme de Sobolev négative suffisamment grande. Ce qui est une catastrophe du point de vue des techniques usuelles, puisque point carré, ça marche. Mais si vous avez une sorte d'inégalité de point carré avec ici un h moins 18, en général, vous ne savez pas vous en servir. Ça ne sert à rien. Donc ça contrôle quelque chose, mais que ça contrôle quelque chose de très faible. Donc perte de dérivée. Et donc on se dit, dans ce cas-là, en tout cas en dimension 1, on a un correcteur borné. Ça se passe bien. Et ça se passe comme dans le cas périodique. On a le même genre de propriété que dans le cas périodique, c'est-à-dire un correcteur borné. Ça, c'est un théorème général. Donc si lambda n'est pas un nombre de Liouville,